Ok, alors on va commencer avec une petite introduction. Voilà, ce sera très bref, le but n'étant pas de se faire de la pub, mais simplement voilà, de présenter brièvement ce qu'on fait et qui nous sommes. Et puis ça laissera le temps aux retardataires de nous rejoindre avant que Julien ne commence sa présentation. Donc déjà, merci beaucoup de vous être connectés aussi nombreux sur ce sujet qu'on a voulu un peu transverse, mais qui est aussi le premier sujet plutôt tech, même s'il est transverse, que l'on aborde en webinar sur ce format. Donc Apollo, qui sommes-nous? Une ESN lyonnaise qui a également une agence, pardon, qui a également une agence à Grenoble et une petite antenne sur Paris. On va fêter cette année nos 20 ans d'existence, donc au mois d'octobre. Et depuis ces 20 belles années, ça représente voilà, plus de 20 000 jours de développement par an. On a aujourd'hui plus de 120 collaborateurs. Et puis, voilà, on a un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. On n'est pas une multinationale, mais on est une ESN solidement implantée dans son écosystème et qui a plutôt des consultants experts. Voilà, notre métier, comme toutes les ESN, on a un positionnement plutôt standard dans le monde de l'informatique. Donc, en fait, on embauche tous les profils. Développeurs, lead dev, architectes, business analyst, product owner, scrum master, les testeurs aussi qui seront bien intéressés par le sujet d'aujourd'hui. Et voilà, quelques photos de notre agence lyonnaise qui est au cœur de la Pardieu. Donc, depuis 3 ans chez Apollo, on a fondé des communautés de practice. Donc, on a commencé avec les apologistes que certains d'entre vous, voilà, j'ai vu d'ailleurs des têtes connues, connaissent certainement. Et également, voilà, 2 communautés techniques qui ont rejoint les apologistes, qui est plutôt une communauté d'agilistes, ApolloNet et Apologie, dont Julien Marant, qui va nous présenter le webinaire d'aujourd'hui, est le fondateur. Qu'est-ce que font nos communautés chez Apollo? Déjà, on a un groupe LinkedIn qui est ouvert à tous et que vous pouvez rejoindre, dans lequel on se partage des événements, des articles qui nous intéressent, qui nous semblent pertinents. On écrit des articles aussi, du coup, qu'on poste sur LinkedIn, mais également sur notre site internet. Et puis, on a une présence aux événements importants. Alors, dernièrement, Julien Marant, par exemple, a été au Lyon Craft. On a Thibaut, un autre partenaire qui était à Mix IT. Et vendredi, on était à Gilles Lyon aussi. Voilà, une fois par an, on organise l'Apollo Théos. Cette année, ce sera le 7 novembre, comme l'année dernière, où on fait venir des agilistes, des personnalités du monde de la tech, pour nous parler un peu de leur expérience sur des thèmes divers. Cette année, le thème, ce sera la priorisation. Et nous avons également les post-conf, comme aujourd'hui, donc avec un format webinar et un podcast, la podcast. Je vous laisse là nos contacts que je remettrai à la fin de la présentation de Julien. Et puis, Julien, si tu veux bien, je vais te laisser la main pour ce webinaire. Ah bon, parfait. Merci Gladys. Alors, avant de commencer à vous présenter le sujet, je vais peut-être m'introduire vite fait. Je suis Julien Marant, je suis tech lead backend Java depuis 7 ans. Ça fait 11 ans que je bosse, 7 ans que je suis tech lead. J'ai rejoint Polo il y a un peu moins de 2 ans. Aujourd'hui, je suis en mission chez Enedis sur des projets de référencement des compteurs hors Linky. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter de test mutating. Donc on va parler de comment tester nos tests de l'application. Donc le but, ça va pas être d'être plus royaliste que le roi non plus. On va pas aller jusqu'au bout du sujet. On va surtout faire une introduction. Donc comme je disais, je suis tech lead de Java. Alors certains d'entre vous sont plutôt .NET. Alors je suis désolé, mon exemple sera basé sur du Spring et du Java. Mais on aura exactement les mêmes problématiques sur des applis .NET et on aura les mêmes solutions. Et je vais essayer d'être pas trop technique pour ceux qui seraient plus sur des profils testeurs ou PO. Je vais essayer de pas trop vous perdre non plus.
Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser dans le chat. Gladys essaiera éventuellement de m'interrompre s'il y a des questions à un moment donné, et sinon on aura un moment d'échange à la fin Tout à fait. sur ce sujet. Alors, je vais commencer par vous présenter ma belle application que j'ai développée. Alors, c'est une application à but de démo, hein. J'espère que vos applications en prod ne sont pas dans le même état. C'est volontairement un peu trivial les exemples qu'on va présenter. Donc là, je vais partir de mon POM XML, qui est l'outil de build pour mon application Java. Donc, je suis sur un Java 17, qui est un grand classique de nos applications actuellement. J'ai une librairie. Alors, je base sur du Spring Boot en version 3.3.1, c'est la dernière. Peu importe, je serai sur un Spring Boot 2, ça changerait absolument rien. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis une base de données. Alors, pour simplifier, j'ai pris une base de données in-memory, donc du H2. Je ne vais pas m'embêter à avoir du Postgre ou du MyBatis, du Postgre ou du MariaDB. Comme ça, si vous voulez reproduire cet exemple chez vous, vous pouvez. Il y a du H2, c'est plug and play. Ça amènera une base in-memory, pas besoin d'installation en plus. J'accède à ma base à travers JPA Hibernate. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? J'ai des DB units, donc ça sera pour tout à l'heure pour peupler mes bases de test. J'ai de la configuration pour Sonar et une librairie de mapping. Donc ça, c'est pour le contexte de mon application. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une application qui est un pet store. Donc en mémoire, je vais stocker un objet qui est un pet, un animal. Mon animal, il a un nom, un âge, un propriétaire et une race, plus un ID, parce qu'il faut bien que je sépare mes animaux en BDD. Sur ma couche repository, bon, j'ai pas de code à moi. J'appelle directement Hibernate qui va me générer mes 3 pauvres méthodes que je vais utiliser. Ma couche service, donc la couche service, c'est là où on va avoir un peu de code métier. Donc ma couche service, elle expose pas grand chose, elle expose juste un get de mon animal selon son ID. Sur une vraie application de prod, il y aurait des inserts, des modifications de mon animal, peu importe. On va faire simple. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens chercher en BDD mon animal, et après j'ai 2-3 petites règles de gestion. C'est la règle de gestion que j'ai écrit volontairement pas très pertinente, hein. Après, sur une vraie application, je pense que vos PO, ils auraient d'autres règles de gestion à vous mettre. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme règle de gestion? J'ai mis que si mon animal, c'est un chat, eh ben, je change sa race, c'est pas un chat, c'est le roi de la maison. Bon, ça, les proprios de chats, ils comprendront. Les chats sont un peu les rois quand même chez moi. Et j'ai rajouté une autre règle, c'est que si mon animal, il a 42 ans, eh ben, en fait, je dis qu'il a 24 ans. Alors, c'est une règle... on est d'accord fonctionnellement qui ne sert pas à grand chose, mais ça met un peu de code au moins dans notre application. Et donc une fois que j'ai mon service, par-dessus, j'ai mon exposition sur du reste, où je réexpose mon endpoint avec un getById, où je mets un /pet/id. Dessus, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais appel à mon service, où j'avais mes règles de métier, et je mappe mon objet pet en petDTO. Donc ça, c'est pour séparer mes couches. J'expose pas directement le même objet que ma BDD. J'expose directement un objet DTO. Donc mon appli, elle fait pas grand chose. Il y a 3 pauvres règles. Si je la build, on va faire un petit Maven clean package. Elle build bien. On va vérifier juste vite fait. Hop, il y en a pour 30 secondes. Je vais même lancer les tests en même temps. On verra même comme ça que les tests sont passants. Hop là, très bien, mes tests viennent de finir de passer. Hop, je suis arrivé au bout. Donc mon application, elle build, je suis content. Et là, on va arriver du coup sur la partie test. Donc c'est là où
ça va nous intéresser sur le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai comme test? J'ai un premier test unitaire qui sert pas à grand-chose. C'est le test que j'ai généré par défaut avec Spring. Il vient juste vérifier que mon appli elle démarre, que j'ai pas de problème d'injection de mes bins. Donc ce test, il est passant, pas de souci. Il fait rien, c'est le test par défaut. Je vais avoir des tests unitaires, donc qui me servent à tester ma partie service sur mon modèle MVC. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais mon pet service, qui est du coup ma couche métier. J'ai 2 tests dedans. Donc j'ai un test où je viens dire que quand j'appelle ma BDD avec un animal qui est un éléphant qui a 42 ans, que si j'appelle ma BDD en cherchant le 1, je retourne un éléphant qui a 42 ans. Et en résultat, je viens vérifier que son âge, mon éléphant, ce n'est pas 42 ans. Donc ça, logiquement, ça va venir me tester toute cette partie-là de code que j'avais où je disais que si j'ai 42 ans, je transforme ça en 24. Donc ce test va venir me tester ça. Et j'ai un autre test. Alors là, où je viens dire que ma BDD, elle va me retourner un chat qui a 1 an. Et à ce moment-là, on va voir que là, j'ai juste mis un assert true. Donc mon test, j'ai juste appelé ma base, j'ai mon chat qui a 1 an, mais je vérifie pas mon chat qui a 1 an après mon service, qu'est-ce qu'il a. Donc ça, j'espère que dans un vrai processus de dev avec une PR qui passe en revue de code, j'espère que l'ensemble de vos collègues qui auront vu ce assert true qui ne sert absolument à rien, mais il va nous permettre de vérifier la suite de notre processus. Donc ça, c'est sur mes tests unitaires, et j'ai aussi mis quelques tests d'intégration. Donc où là, je viens faire un appel sur ma couche REST, un appel sur un pet, /1 et puis /2. Donc là, j'ai mis des tests un peu paramétrés, comme ça je peux mettre plusieurs tests avec un seul code. Et je viens vérifier que j'ai bien une réponse avec un HTTP 200 et que mon nom correspond bien à ce que j'attends. Donc que mon animal 1, il s'appelle Numbo, que mon 2 s'appelle Bambi, par rapport à la base que j'ai paramétrée juste avant. Donc ma base, elle contient pas grand-chose. Ma base, je vais peupler avec ça. J'ai un animal qui s'appelle Numbo, un autre qui s'appelle Bambi. Et je viens tester que ma couche REST fonctionne bien, que mon mapping fonctionne bien. Et j'ai un autre test aussi aux limites, où là je viens chercher mon animal d'ID 999, que j'ai pas, j'avais juste 1 et 2, et je vérifie à ce moment-là que j'ai une erreur HTTP 404. Donc ça, mes tests y passent bien. Donc là, on se dirait, a priori, tout va bien. Maintenant, on va regarder vite fait ce qui se passe dans Sonar quand même. Donc je relance mon build en mettant un export dans Sonar. Alors, je vais copier-coller mon super token, que je le retrouve là. Hop, je le connais pas par cœur. Hop, donc là j'ai un sonar en local qui est là. Je voulais supprimer ce projet, je ne l'ai pas supprimé. Hop. Donc là, j'ai mes tests d'intégration, mes tests unitaires qui sont en train de se dérouler. On en a pour 2 petites minutes, même pas. Hop, mes tests sont passés. Maintenant, on envoie les résultats à Sonar. Hop. Alors, c'est la seule exécution Sonar que je ferai. C'est un petit peu long, ça prend 11 secondes pour Sonar. Et là, voilà, on a notre Sonar qui, je pense, sur beaucoup de vos projets, sert un peu de référence sur la qualité du code. Donc là, on voit quoi? On voit que bon, mon code de production, il est bien, j'ai pas de dette technique, j'ai pas de vulnérabilité, j'ai bien codé, j'ai pas de code smell, parfait. Et j'ai 90% de taux de couverture de code. Donc on pourrait se dire, on est vachement bien, en général, sur beaucoup de projets que j'ai vus, on me dit 80%, c'est bien.
C'est un peu la valeur référence. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Que mon pet service, là où j'ai mes règles métiers, je suis couvert à 100%. Ah oui, ok, je suis couvert à 100%, mais on a bien vu tout à l'heure que dans mon test, j'avais un assert true sur mon animal qui a 1 an. Et du coup, si je modifie ma ligne de code, si là, demain, j'ai un développeur PR qui vient mettre le cat avec un seul T, on met un cat avec 2 T. Alors ça, j'aimerais bien le liste de console, j'ai pas regardé. Et que je relance mes tests, voilà, avec notre assert true, eh ben, on n'aura pas détecté qu'on a modifié notre ligne de code. Les tests sont bien encore tous passants. Et pourtant, bah, mon code, il a changé. Et pourquoi? Et surtout, pourquoi si, on sait bien qu'il y a eu un T qui a été rajouté, mais du coup, la question c'est, est-ce que mon test est pertinent? Eh ben non. On se rend bien compte que le assert true, c'est pas bien. Et du coup, à ce moment-là, on va arriver sur le test mutating. Donc, qu'est-ce que ça va être le test mutating? Alors, c'est un outil qui va prendre une copie de notre code, qui va prendre une copie de tout mon code qui est là-dedans, et qui va faire une modification d'une et une seule ligne de code. Alors, la ligne de code qu'il va modifier, il peut faire beaucoup de modifications. Donc, les modifications, il y en a beaucoup qui sont disponibles sur les outils. Alors là, en Java, le référent, c'est pytest. Je vous enverrai le lien à la fin. On va avoir plein de modifications possibles. On va venir modifier tout ce qui est les if. Par exemple, si on avait un A inférieur à B, on va le transformer en if A est inférieur ou égal à B. Si on avait, par exemple, on va en prendre un autre, on va inverser toutes les conditions. On va faire un if égal qui va devenir un if différent. Et du coup, sur ce mutant où on a modifié une ligne de code, on va redérouler l'ensemble des tests unitaires. Et le but, ça va être de vérifier que la mutation qu'il y a eu sur notre code, elle ait bien été détectée par les tests unitaires. Donc le but, c'est que sur notre mutant, les tests soient bien en échec et non plus passants. Donc pour rajouter cet outil qu'on a en Java, j'ai pas grand-chose à faire. Dans mon outil de build, j'ai un peu de configuration à faire, seulement un petit bout de configuration. Alors, je l'ai sauvegardé. Voilà, ça m'évitera de la rechercher. En ligne, hop, je vais rajouter, hop, je vais rajouter un plugin dans la construction de mon livrable. Donc il s'appelle pytest maven en Java. J'ai pris la toute dernière version disponible. Ce plugin, bon, il a besoin d'une version pour JUnit 5. Par défaut, il utilise encore JUnit 4. Et voilà. Donc là, j'ai rajouté mon plugin qui est... Et je vais pouvoir redérouler un build en rajoutant ce plugin. Donc, je vais enlever Sonar, j'en ai plus besoin. On va gagner 20 secondes à chaque build. Et je dis du coup à Maven de me lancer hop, ce magnifique outil en packageant. Donc là, on va arriver dans ce qui est intéressant. Donc là, il m'a recompilé mon code Java, il me lance mes tests unitaires sur mon code non muté. Donc ça, il y en a pour quelques secondes. Hop, j'ai mes 6 tests qui sont arrivés. Et là, on va arriver à l'outil pytest. Et forcément, je peux enregistrer. Donc j'ai eu une erreur. Je recommence, désolé. C'est l'effet démo. Donc là, on va réattendre nos quelques secondes pour les tests. Voilà, on est mieux. Donc là, qu'est-ce qu'il va me dire, l'outil? Alors, il met beaucoup de logs. Il me dit qu'il, par défaut, il a beaucoup de types de mutations possibles qu'il essaye de faire. Donc il essaye de supprimer les appels aux méthodes, il essaye de supprimer
des empty, essaye de, si j'ai mis un return true, il va mettre un return false. Conditionary, les conditions, il va essayer de m'inverser tous les if égales en if différents et autres. Et du coup là, il me dit que sur mon code, où j'ai pas beaucoup de tests, où j'ai pas beaucoup de code, pardon, il a trouvé 7 mutations à faire. Donc là, il m'a créé mes 7 copies de mon code, chacune incluant une seule modification. Et il relance tous les tests sur chacun de ces 7 mutants. Donc là, c'est un petit peu long. Donc le temps qu'il compile, je vais regarder vite fait s'il y a des questions. Non, pas de questions. Hop, il a fini. Et là, on va avoir un beau rapport qui va être généré sous forme HTML pour le moment. Un Pit reports. Hop. Et on va regarder ce que ça me raconte. Donc ça me dit que j'ai cette classe, 80 lignes de code, et que mes classes, il me les répartit selon mon arborescence. Ok, donc nous, c'est surtout dans le service qu'on a du code, dans le pet service. Voilà, on tombe là-dessus. Et on voit à ce moment-là que sur ces 8 lignes de code que j'ai là, alors 8 lignes, il y en a un peu moins parce qu'il y a quand même des lignes qui font pas grand-chose, il a réussi à me faire 7 mutations de mon code. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il va me dire qu'en premier, j'avais un appel, un optional if present. Donc là, je vais regarder si mon animal il est présent, je fais quelque chose. Donc ça, c'est une méthode qui retourne un void. Donc if present, elle retourne rien. Je n'ai pas un pet égal quelque chose à la fin. Donc ça, il me dit qu'il a supprimé cette ligne, tout ça. Il m'a fait une copie de mon code, il a supprimé tout ça, il a lancé tous mes tests unitaires. Et mes tests unitaires ont été en échec. Donc il me dit, ok, ça c'est testé si j'avais supprimé cette ligne de code. Après il me dit, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il me dit que ligne 23, sur le if cat égale, que si mon espèce égale 4, il me dit, j'ai mis à la place un if l'espèce est différente de 4, est-ce que mes tests unitaires sont en échec? Alors, mes tests unitaires sont tous arrivés jusqu'au bout. Donc il me dit que, voilà, ça a été exécuté dans mes tests, que c'est une sonar qui me disait que ça a été exécuté dans mes tests. Mais par contre, Pytest, il me dit, bah, si je veux modifier cette ligne de code, il n'y a aucun test qui a détecté que j'ai modifié cette ligne. Là, l'affectation de l'espèce à King of the House, c'est pareil. Il me dit, je ne l'ai pas détecté. J'ai supprimé cette ligne de code. C'est ce qu'il me dit là-dessus. Si je supprime cette ligne, bah, je ne l'ai pas modifié, je ne l'ai pas détecté non plus. Par contre, les lignes qui concernaient l'âge, ça, il me les a bien détectées. Donc ça va permettre, cet outil, très rapidement de savoir si j'ai des lignes de code. Il va falloir que je concentre un peu plus mes tests. Et surtout, bah, qu'est-ce qui n'a pas été correctement testé. Donc là, on se rend compte que j'ai 2 mutations là-dessus sur l'espèce de mon cat. Donc derrière, bah, mon équipe de dev, elle va se dire, hop, je vais reprendre mon test du chat. Hop, donc le test du chat, il était là. Bah oui, en effet, j'ai mis un assert true. Celui dont on parlait tout à l'heure, il sert pas à grand chose. Donc à ce moment-là, on va peut-être vérifier que mon résultat, donc ça c'est mon animal en entier. J'ai fait une modification sur son espèce, donc on va récupérer l'espèce de l'animal. Et puis on va vérifier quand même qu'elle vaille bien ce que j'attendais. Mon attendu, je vais le copier-coller, sinon je vais faire une faute de frappe à tous les coups. Hop, pourquoi j'ai un petit U? Tac. Donc ça, c'est je relance tous mes tests unitaires. Normalement, ils sont bons. Hop, le test est bien passé. Et si je... mauvaise console, pardon. Si je relance l'outil,
puis test. Cette fois, dans 2 minutes, on va me dire que les tests ils sont plus pertinents. Alors, on va laisser aller au bout. Alors, il me dit qu'il a détecté mes 7 mutants. Il réexécute tous mes tests unitaires dessus. Ça, c'est un petit peu long. Hop, j'arrive au bout. Alors, je vais le fermer, je vais le rouvrir. Et si je regarde, du coup, maintenant ma classe de service, il me dit bien que maintenant, quand il va essayer d'inverser ce 4 égal en 4 différents, que cette espèce en différentes 4, il a bien détecté que mes tests unitaires étaient en échec à ce moment-là. Et du coup, on se rend compte que cette règle de gestion, elle a bien été correctement testée. Donc c'est un outil qui va permettre de concentrer nos efforts sur la pertinence des tests. Alors après, pour le moment, OK, on a pris toute la configuration par défaut. Pour lui rajouter un peu de configuration quand même. Alors pour ça, ça va tout être dans l'ajout de ma lib dans mon outil de build. Donc là, par exemple, on va dire hop, je refais un peu d'indentation suite à mon copier-coller. On va lui dire déjà que pour le moment, si je reviens là-dessus, j'ai un taux de mutation j'ai 47% de mes mutants qui ont été en succès, et la moitié où je les ai pas détectés dans mes tests unitaires. Donc 50%, est-ce que c'est une bonne valeur? Est-ce que c'est pas une bonne valeur? Bonne question. Déjà, l'outil, va falloir peut-être qu'à un moment donné, il fasse exploser mon build. Comme tous les outils, je pense, quoi, après ça c'est mon avis personnel, que si on dit que le code n'est pas forcément très bien testé, mais que ça n'empêche pas le build d'aller au bout, les développeurs ils vont pas forcément ni regarder ni corriger. Et le PO ne donnera pas non plus du temps pour corriger. Je ne veux pas taper que sur les développeurs, hein, c'est forcément une organisation d'équipe. Donc là, on va dire que si j'ai moins de 80% de mes mutations qui ont été détectées, mon build il va exploser. Donc ça, c'est paramétrable. Donc après, la valeur à mettre en place, je vous dirais que ça dépend du projet. Ça dépend si vous avez beaucoup de code, si c'est un début de projet, si c'est une fin de projet, si c'est une application qui est déjà en prod ou pas. La bonne idée, ça serait peut-être de le faire tourner une première fois et puis surtout de ne pas essayer de trop descendre. Vous le faites tourner, si vous êtes à 37%, on peut se dire qu'il ne faudra pas descendre en dessous des 30%. Essayer de l'améliorer au fur et à mesure. Si vous êtes en début de projet, 80%, ça peut être une bonne cible comme pour la couverture sonore. Donc là, on va laisser aller au bout. Bon, effet démo. J'avais pas dû enregistrer encore. C'est pas grave. Donc là, on peut lui dire que par défaut, si c'est en dessous de 80%, il explose. On va pouvoir lui mettre d'autres types de configurations, on va pouvoir activer d'autres règles. Donc par défaut, mauvais navigateur, l'habitude de l'autre PC. Par défaut, si on cherche par exemple les constantes, hop, je vais y arriver. Donc les constantes, par défaut, elles sont pas mutées, elles. Les inline constantes, par défaut, il me les met pas. Donc on pourrait lui dire de rajouter cette règle qui m'active des modifications sur les constantes. On voit par exemple que là, on avait une constante, 24. Donc celle-là, il faudrait peut-être qu'il me la teste. Est-ce que si je mets demain 25, est-ce que mon test unitaire l'a détecté ou pas? C'est pareil, j'ai une autre constante. Si je modifie ça, pour le moment, mon test
Alors, celui-là, je le teste ici. J'aurais détecté, mais le 24, je testais par exemple que un éléphant qui a 42 ans, je testais que son âge que j'exposais à la fin, ça soit différent de 42. Donc celui-là, par exemple, je ne l'aurais pas détecté. Donc là, j'aurais pu rajouter un bout de configuration pour lui dire de me modifier toutes les constantes. Donc là, on va pas forcément le faire, sinon c'est des temps de build qui augmentent. Donc on va pas le faire. Je vous invite à le faire le test chez vous. Je sais pas ce que je veux avec Brave. Pardon. Donc là, on a fait l'exemple de Pytest en Java. Il y a d'autres outils qui existent. Alors, en Java, j'en connais pas forcément. En .NET, je l'avais cherché l'autre jour. Le premier qui sort, c'est striker.net. Et quand on regarde un peu la doc, hop, comment on l'installe ça, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas expert .NET. Par contre, alors, si je cherche la doc, mutations, on se rend compte que cet outil en .NET, il va faire exactement les mêmes règles. Donc sur des maths, moi si j'avais un plus, il va me faire un moins. Si j'avais un moins, il va me faire un plus. J'ai exactement les mêmes modifications sur les conditions, sur les if. Le if supérieur que j'avais en Java, là, qu'on transforme en supérieur égal, il va me faire exactement le même. Donc l'outil fait exactement les mêmes choses en .NET. Alors c'est pas le même outil, mais ça fait exactement la même chose. Donc sur vos codes .NET, vous pouvez mettre en place aussi ces solutions-là. Donc sur la présentation de l'outil, je pense que j'arrive au bout. Alors après, je vais donner un peu mon avis quand même, parce que comme tout outil, ben, il y a des nuances pas à voir quand même. L'outil ne fait pas le dev ne fait pas l'outil. Alors, sur mes avis, alors déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est que si on met en place Pytest ou son équivalent .NET, hein, selon vos projets, mais que ça ne fait jamais exploser vos CI/CD, je pense que ça sert à rien. C'est comme Sonar, si Sonar il est toujours passant, c'est pareil, hein, on va descendre au fur et à mesure, mais si c'est une métrique pour avoir une métrique, ça n'a pas grand intérêt. Surtout que bon, on voit que quand même le temps de build il augmente un peu, beaucoup. Donc, ok, si c'est avoir une métrique pour une métrique, autant pas perdre de temps à mettre en place l'outil. Par contre, si ça vous sert à faire bloquer vos CI/CD, pourquoi pas le mettre en place. Après, du coup, dans un process Git, est-ce qu'on le met sur une branche main, sur une branche de release? Est-ce qu'on le met en place sur toutes les branches de features? Ça, je dirais, c'est à vous de voir selon l'organisation de vos projets, selon vos temps de build, selon ce qui est acceptable en temps de build ou pas pour votre équipe. Sur mon projet, on l'a pas mis en place parce qu'on n'a pas eu le temps, encore après le temps. Mais par contre, sur d'autres projets que j'ai fait dans le passé, on l'avait mis en place que sur Develop. Alors après, si on le met que sur Develop, le problème c'est que quand on est un peu à la limite du build, eh ben, le jour où on passe juste en dessous, on sera peut-être passé, qu'on s'en rendra compte après avoir mergé, et du coup ça voudra dire qu'il faudra faire un ticket pour un prochain sprint pour corriger un test. Donc sur le temps de build, ouais, c'est à vous de voir selon vos process, selon ce qui est acceptable par l'équipe. Si vous êtes sur du Git en trunk-based, que vos PR elles durent 1 heure, ben, si tout d'un coup votre build de 3 minutes il passe à un quart d'heure, par rapport à 1 heure qui serait votre temps de vie de vos PR, ça paraît beaucoup. Donc après, est-ce qu'on accepte que ça soit passant que sur Develop et qu'on fasse après des tickets pour corriger les tests dans un sprint futur ou pas? Ou est-ce qu'on le fait sur toutes les branches et qu'on corrige tout de suite? Ça, j'ai pas la réponse miracle. Ça à définir ensemble. Dans les autres remarques que j'ai à faire, c'est que je pense que
c'est un outil qu'il faut mettre en place en début de projet. Si on le met en place sur un gros code qui a 2-3 ans, ça peut être compliqué. Alors ça sera pas compliqué à mettre en place, mais ça peut être compliqué si tout d'un coup on se rend compte qu'on a beaucoup de mutations qui n'ont pas été détectées. Si tout d'un coup on le met en place, qu'on se rend compte qu'on a 30% de notre code des mutations qui ont été détectées, bon, qu'est-ce qu'on fait? Si on a 30%, est-ce qu'on accepte de faire un sprint, par exemple, de correction que de test? Ben ça, bonne question, ça dépendra de votre contexte projet, de votre contexte métier, de votre contexte client. Est-ce qu'on acceptera de faire un sprint de correction de test? Ça, c'est à voir. Ça dépend si vos sprints ils font 2 semaines, s'ils font 4 semaines, si vos équipes sont particulièrement avancées sur le test ou pas. Bonne question. Et alors après, mon tout dernier avis que je vais faire avant qu'on passe aux questions-réponses. P-test, c'est bien, à condition qu'on fasse des tests. C'est le prérequis quand même, c'est d'avoir une application qui soit un peu pré-testée. Ça peut vous paraître évident en le disant comme ça, mais j'ai quand même connu des projets où le test à la variable d'ajustement en fin de sprint quand on n'arrive pas à tenir l'engagement. Donc si nos features sont livrées sans être testées, bon, ça sert à rien de mettre un outil qui vient tester le test qu'on n'a pas écrit. Je vois Gladys qui sourit, mais oui, c'est du vécu. C'est quand même la base de la base, c'est vrai. Ouais. Il y a quelques questions, Julien, à te relayer. Donc, première question de Thomas. Est-ce qu'il y a moyen de cibler les mutations? Par exemple, dans le cas des constantes, est-ce qu'on peut cibler une constante précise? Alors, Thomas, je vais te répondre que j'ai pas été jusqu'au bout de la configuration possible de l'outil. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à cibler une constante? Peut-être. En tout cas, on peut réactiver quoi, par défaut, on a vu qu'il vient pas tester les mutations des constantes, donc ça, il faut déjà l'activer. Une constante en particulier, je pense pas. Et par contre, ce que j'ai pas dit, par exemple, c'est que on peut très bien mettre de la configuration de ce type-là. Je vous la repartage là. Hop, c'est qu'on peut dire, ça répondra peut-être à une prochaine question comme ça, c'est qu'on peut dire à l'outil de faire des mutations que sur certains packages, que sur certaines classes. Donc est-ce que si le temps de build est long, on peut très bien dire, par exemple, je voudrais modifier que ce qui est dans ma couche service. Je ne veux peut-être pas mettre de mutation sur ma couche contrôleur ou pas sur ma couche repository. Selon où se trouve le gros des règles de gestion, ça peut être pertinent. C'était Alors, effectivement la deuxième question, question de Quentin. Et je vais compléter quand même sa question parce que tu as partiellement répondu. Est-ce que c'est aussi possible qu'il détecte automatiquement enfin, que Git détecte les modifications de code automatiquement via les classes? Du coup, alors, qu'on cible, mais du coup automatiquement là où il y a eu des modifications. ça pour répondre à Quentin, du coup, cibler certaines classes, oui, on vient de voir qu'on pouvait le faire là. Je pourrais cibler mes packages, mes classes. Est-ce que je pourrais le lancer que sur des classes modifiées par Git? Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Dans la configuration de l'outil, je pense pas. Après, en bidouillant, en réinjectant un petit bout de config par rapport à un bout de script qui serait dans la CI/CD, peut-être. Peut-être qu'il y a moyen de s'en sortir. J'ai pas essayé. Bah, Quentin, si tu essayes, n'hésite pas à nous faire part de son expérience pour nous dire si effectivement c'est possible. Quentin avait une deuxième question. Hop, pardon, Vu de la multitude de mutations possibles sur chaque ligne, l'utilisation de plugins est plus qu'utile. Si un plugin n'existe pas, cette rédaction à la main en mutating reste d'être trop lourde. Je pense que il j'ai pas existe un compris la plugin. question. Est-ce Ouais, qu'il alors existe un plugin, oui ou non? Et sinon, ben, est-ce que c'est pas un peu compliqué finalement de faire tout à la main? le plugin, c'est ce qu'on vient de mettre là. Celui-là, hein. Du coup, par défaut, j'ouvre mon navigateur cette fois. Par défaut, si on ne configure pas, on voit qu'il y a tout un tas de mutations qui sont activées par défaut.
Donc c'est toutes celles qui seront là, donc il va venir modifier les conditions. Si on fait une boucle for avec un plus plus, il va venir la modifier. Si on a un bout de maths avec A plus B, il va venir le modifier en A moins B, il va venir inverser toutes les conditions, il va venir supprimer tous nos appels à des méthodes qui retournent void. Donc toutes ces conditions-là sont actives par défaut. On peut, en une seule ligne, modifier le default group en stronger ou en all group, où il va réactiver plus de règles. Après, si on veut les réactiver à la main une par une, la liste, elle fait, allez, il y a une quarantaine de mutations possibles là. Bon, si de default, sur le projet où je l'ai mis, j'étais toujours en default. Ça détecte déjà beaucoup de choses. Je pense que si on passe en stronger, c'est qu'on est déjà sur des niveaux de tests qui sont très très poussés. J'ai pas encore eu de projet où on a besoin de passer en stronger pour détecter sur de l'anomalie de prod, notamment qu'avec du default, on s'enlève déjà beaucoup de soucis. On arrive déjà à avoir des tests unitaires ou d'intégration qui sont très poussés. Personnellement, j'ai jamais eu besoin d'aller jusqu'à stronger et encore moins all, ni de définir une règle à la main. Après, la liste elle est longue de 40 éléments. Si on arrive à devoir activer 40 éléments, c'est qu'on est sur des tests très très poussés et faire un copier-coller des 30 ou 40 constantes, ça sera pas le plus long par rapport au test qu'on aura déjà mis en place. Merci. Et du coup, Quentin, commentait sa question par rapport à l'astuce pour détecter, j'imagine, la Oui, modification. c'est ce que je Petit disais, script ouais, qui le petit détecte script. Verilog d'insert dans le fichier POM. Ce que je disais, ouais, avec Git, on peut savoir quel fichier a été modifié, on pourrait l'injecter dans le POM XML. Petit bidouille. Oui, on pourrait s'en sortir en bidouillant un peu Mm. avec notre CI/CD. Si c'est un Git, si on est sur un GitLab ou un GitHub par exemple, si on est sur du Jenkins file, ça sera peut-être un poil plus compliqué à scripter, je sais pas. Après, c'est vraiment pour optimiser. Si on se concentre à lancer l'outil que sur les services, peut-être que c'est suffisamment rapide. Je sais pas. Après, c'est à vous de voir selon vos temps de build. Ça dépend de la taille des projets. Ça dépend de la maturité des équipes sur la quantité de tests aussi. Et enfin, il y avait une question de Thomas, toujours dans le thème du ciblage. Est-ce qu'il y a moyen d'ajouter du contexte au test unitaire, de sorte à ce que seul le code du service testé soit muté dans le cadre des tests de ce service? De sorte à ce que seul le code du service testé soit muté dans le cadre des Pardon, tests de ce j'ai service. muté. Euh, oui, je pense du coup en définissant les packages de sorte à ce que seul le code du service testé soit muté. Ah, Alors, ça si je dépend de ta peux me- question, de ce que je la comprends ou pas, Thomas. Vas-y, si tu veux Thomas, si tu te veux prendre la muter et parole. reposer ta question. Ouais, en fait, c'est-à-dire que quand tu nous avais montré les résultats des tests, justement, on a vu qu'il y avait beaucoup de codes qui avaient muté, alors que finalement, ton test unitaire ne porte que sur pet service. Donc, c'était dans Mmh. l'idée que quand tu veux tester pet service, tu ne fais passer dans les tests que les codes mutés du service. Parce que ce que tu disais, il avait trouvé Ouais, plusieurs versions de ton code avec plusieurs mutations à plusieurs endroits, mais que dans l'idée, tu ne fais passer que dans le test que les codes mutés du service que va tester le test. ouais, alors, tout à fait, c'est que là, il m'a fait des mutations, du coup, sur tout mon code, donc il m'a trouvé des mutations à faire, dans cette classe-là, par exemple, hein. Il m'a trouvé des mutations à faire. Dans ce code, on voit d'ailleurs qu'il n'est pas du tout testé. Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir après, d'ailleurs. J'ouvrirai la parenthèse après. Ça, c'est qu'il m'a fait des mutations du coup sur tout mon code de mon application. Mais là, du coup, j'aurais bien, si je veux tester que sur mon service, j'aurais mis mon fr.apollo.service.pet service. Et si je sais que tout mon code est concentré là-dedans, il va me faire des mutations que là-dedans. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'aurais pu lui dire de me faire des mutations que sur mon pet service.
Alors du coup, je vais ouvrir la parenthèse qui n'a rien à voir. Sur mon mapper, donc je disais tout à l'heure, j'ai mon objet pet qui est interne à mon application. C'est celui que je stocke en BDD. C'est pas celui que j'expose sur ma couche REST. Sur ma couche REST, j'expose un pet DTO. Donc où là, en plus, on voit que j'ai pas les mêmes noms. Donc mon pet sur ma couche BDD, il est en anglais. Sur ma couche REST, j'ai mis les propriétés en français. Donc ça pourrait très bien être un cas qui arrive sur vos projets, hein. La BDD, elle pourrait être existante, elle pourrait être alimentée par un batch qui n'est pas développé par vous, elle pourrait être imposée par une autre équipe de BA ou autre avec des noms en anglais. Le nom, vous exposez du reste, il y a un consommateur qui existe quelque part dans le reste du SI qui lui vous a imposé de mettre les noms en français. Donc là, montre mon mapping entre mon pet et mon pet DTO. Il est là. J'ai utilisé une librairie, MapStruct, c'est le standard en Java. Donc c'est une librairie qui va me générer mon code. Donc mon code, moi ma configuration, je lui dis ma propriété name, elle va dans la propriété nom, ma propriété owner, elle va dans propriétaire. Et je fais que de la configuration de mon mapping, je ne fais pas ma ligne de code. Mon code, lui, il est généré. Il faut peut-être que je fasse un refresh. Hop, il est généré là. Et derrière, du coup, la librairie m'a généré tout ça. Et du coup, c'est un grand débat que j'ai souvent eu dans ma vie. Ça, c'est du code généré. Donc, est-ce que je dois mettre un test sur ce pet mapping? Est-ce que je dois me faire un pet mapping test? Alors, il y en a qui me diront oui, il y en a qui me diront non. Alors, ceux qui me diront non, l'argument, c'est que derrière, c'est du code généré, donc on n'a pas besoin de tester une librairie externe de génération de code. C'est le problème de l'équipe qui édite cette librairie. Après, là, c'est un avis qui n'engage que moi. Moi, je serais quand même partisan de faire au moins un cas passant de mon mapping pet vers pet DTO. Au moins champ à champ. Alors, peut-être pas tester les cas limites sur le nul ou autre, parce que ça, je suis d'accord, les cas limites, c'est l'outil de librairie qui doit le modifier. C'est l'équipe de la librairie qui doit le gérer, le cas limite. Mais si je mets pas de test sur mon pet mapping, si je modifie, si je supprime cette ligne, hein, par exemple, si je supprime mon mapping de owner vers propriétaire, non, mon code libre généré, je vais supprimer cette ligne. Oui, ok, je suis sur du code généré, merci Eclipse. Je vais supprimer celle-là. Et j'ai changé le comportement de mon application, hein, mine de rien. Je vais me retrouver avec un propriétaire qui sera toujours nul sur ma couche REST. Donc, moi, je suis plutôt partisan de vous dire quand même, le code généré, c'est bien au moins de mettre des tests passants. Les tests limites, c'est le problème de l'équipe de la librairie. Je suis d'accord là-dessus. Fin de la parenthèse. Merci, merci pour ce débat, Julien. Si vous voulez réagir en commentaire, n'hésitez pas. De même, on a encore le temps pour une ou deux dernières questions. Donc, si vous en avez, soit vous pouvez écrire dans le chat, soit lever la main et puis parler directement à Julien. Alors, je vais pas préciser. Hop, je vais fermer tout ce qui est à fermer. Sur cet exemple de code, j'ai quand même écrit un petit readme qui résume un peu tout ce qu'on a fait, qui rappelle donc avec ce que j'ai fait sur Sonar, la mise en place de l'outil et autres, mes avis perso aussi sont remis à la fin. Donc ça, je pense qu'on va vous packager ce projet plus cette petite doc. Je ne sais pas encore où on va l'héberger, si on la met sur un bout d'Azure public, si on le met sur un bout de GitHub, je ne sais pas encore. Je peux les envoyer aussi via Meetup ou si vous voulez nous laisser votre mail. Via Meetup, soit on vous remet un zip de tout ça, soit on vous mettra un lien vers un bout de GitHub. Donc vous aurez un bout de trace quand même. Et on a une chaîne YouTube, donc je ne sais pas si on pourra remettre le replay de cette présentation sur la chaîne YouTube. Tout à fait, vous c'est pour ça qu'on a enregistré. Du coup, si vous avez d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être en rester là. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à la poser sur le Meetup, je serai notifié. J'essaierai de vous apporter la réponse à ce moment-là.
vous enverra aussi par Meetup un petit questionnaire pour savoir voilà, ce que vous avez pensé de la présentation de ce jour et s'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez voir abordés, soit par Julien, soit par un autre de nos experts chez Apollo. En tout cas, merci pour votre attention et n'hésitez pas voilà, à renvoyer d'autres questions si vous en avez a posteriori. Merci à tous. Et Merci puis, tout le monde. bonne fin de journée à tous. Bon Bonne appétit, bon semaine. après-midi. Au Et revoir. surtout, écrivez des tests sur vos applications. C'est le mot de la fin. Bonne journée à tous. Bonne journée.